Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous, vous êtes une figure de la droite républicaine convertie au macronisme, député Renaissance de l'Oise, désormais questeur de l'Assemblée. Avec vous, et alors que commence la 6e semaine de guerre entre le Hamas et Israël, qu'en France le conflit importé se traduit désormais à date par 1400 actes antisémites, c'est du jamais vu. Nous allons aborder cet antisémitisme qui monte, la marche citoyenne initiée ce dimanche, à laquelle le président Macron a décidé de ne pas participer. Et puis nous parlerons aussi des textes qui arrivent ou qui sont arrivés au Parlement, et notamment celui sur l'immigration. Pour vous interroger avec moi, Nicolas Barré du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. La grande marche contre l'antisémitisme aura donc lieu dans quelques heures. Éric Woerth, le président de la République, garant de l'unité nationale, a décidé de ne pas s'y rendre. Et dans Le Parisien, il publie ce matin cette lettre aux Français intitulée « Pas de tolérance pour l'intolérable ». Est-ce que c'est suffisant comme excuse pour ne pas venir à la marche ? Il y a deux paroles très fortes d'ailleurs ce matin dans la presse. Il y a la parole évidemment du président de la République avec une lettre qui dit ou redit d'ailleurs la force de ses convictions là-dessus. C'est un message extrêmement ferme contre l'antisémitisme évidemment et pour les valeurs de la République. C'est au fond un peu la même chose. Et puis également la prise de position de Nicolas Sarkozy dans un autre journal qui lui remet les choses en perspective et je pense que ces deux paroles sont très importantes pour le pays. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait d'écrire cette tribune, cette lettre aux Français dans la presse écrite, ça n'est pas un mot d'excuse pour ne pas assister à la marche ? Le président de la République, il n'a pas à s'excuser de ne pas venir dans une manifestation, c'est son choix. Moi, je peux le comprendre. Peut-être aurais-je fait à sa place le même. C'est un choix. Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas président de la République, je n'en sais rien. Mais je comprends qu'on puisse se poser cette question et y répondre non. Un président de la République qui défile, il y a à un moment donné une sorte d'aveu de faiblesse. Le président de la République, c'est le pouvoir en France. C'est le pouvoir. Il est élu par l'ensemble des citoyens. Donc son rôle, c'est pas de manifester. Son rôle, c'est de dire ses convictions. Et Dieu sait qu'il les dit avec une fermeté absolue, et nul d'ailleurs ne le conteste. Et puis, c'est de mettre en place les moyens pour justement faire en sorte que cette explosion de l'antisémitisme se réduise. Les politiques seront là, le gouvernement sera là. Cette marche, elle a été appelée de façon d'ailleurs assez originale. Je ne crois pas que ça ait déjà été le cas par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est très bien comme ça. Alors on évoque cette lettre en ce moment. Or, n'y a-t-il pas un mot absent dans cette lettre du président de la République? Et ce mot, c'est islamisme. C'est-à-dire, peut-on aujourd'hui sérieusement dénoncer l'antisémitisme qui frappe, qui monte, qui arrive, sans dénoncer son principal vecteur, c'est-à-dire l'islamisme? Moi, j'ai pas fait la liste des mots qui sont présents, la liste des mots qui manquent. Le truc, c'est pas un mot comme un autre. C'est un mot. En tout cas, la lettre du président de la République est très puissante. Elle est puissante sur les valeurs de la République, elle est puissante sur l'explosion de l'antisémitisme en France. D'ailleurs, bien avant le déclenchement du conflit, de la guerre qu'a déclenché le Hamas. Moi, je trouve qu'il y a un côté une polémique un peu dérisoire, comme toutes les polémiques qui sont autour de cette marche. Cette marche, elle a été appelée par les deux présidents de chambre. Elle est donc profondément citoyenne, profondément unitaire, l'un faisant partie de la majorité, l'autre faisant partie de l'opposition, et c'est cela. Et le président de la République, au-dessus, parce qu'il doit se situer au-dessus, institutionnellement, au-dessus, dit les choses et mène le combat avec son gouvernement. Mais permettez-moi d'insister un instant, vous dites il dit les choses. Ah, oui. Très bien, mais ne faut-il pas nommer l'ennemi? Si, il vaut mieux. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, disons-le clairement, est-ce que c'est l'enjeu de l'islamisme? C'est le danger. Bien sûr que c'est le danger de l'islamisme, mais l'antisémitisme n'est pas uniquement provoqué par la lutte contre c'est pas l'islamisme qui provoque uniquement l'antisémitisme. Il y a un antisémitisme
d'atmosphère, comme dirait peut-être, je sais pas, Gilles Kepel, en tout cas, ouais. qui est puissant, et qui est puissant en France, et qui remonte à toujours, au fond, depuis toujours. Donc les islamistes sont les héritiers de l'antisémitisme. Je ne sais pas ce que vous voulez essayer de me faire dire. Je déteste l'islamisme radical, toutes les radicalités, tout ça c'est du terrorisme, tout ça c'est une expression violente qui n'a pas lieu d'être. J'ai un respect profond pour les grandes religions. Moi je suis catholique, j'ai évidemment beaucoup de respect pour la religion catholique et puis pour la chrétienté d'une manière générale, mais j'ai un grand respect pour les autres grandes religions, dont la religion musulmane, qu'on ne doit pas confondre, et c'est tout l'enjeu, hein. Tout l'enjeu qu'on ne doit pas confondre. L'islamisme radical et l'islamisme tout court, c'est-à-dire le vecteur politique et militaire parfois de l'islamisme doit être combattu, et c'est combattu par les musulmans eux-mêmes, par un grand nombre de pays arabes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se couper de l'ensemble du monde arabe. En cela, c'est pas nécessairement, si on veut rentrer dans l'idée que c'est un combat entre civilisations, moi je veux bien considérer que notre civilisation, elle peut être mise à mal, mais il ne faut pas non plus considérer qu'à un moment donné, il y a une sorte de fatalité à ce que le monde rentre dans une guerre mondiale absolue entre des civilisations. Il y a quand même des gens raisonnables dans les pays arabes, il y a des gens raisonnables en Chine, il y a des gens raisonnables aux États-Unis, et des gens raisonnables, heureusement, en Europe et en France. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui doivent gagner le combat contre toutes les radicalités, dont l'islamisme radical et le terrorisme. Vous évoquez la parole de Nicolas Sarkozy, qui dit quelque chose de fort. Il dit « Ce qui se passe aujourd'hui en France devrait conduire chacun à dire « Je suis juif », comme on a pu dire « Je suis Charlie ». J'ai failli le dire hier devant le monument aux morts de Chantilly, où je me suis exprimé, devant ce monument aux morts, où au fond on célébrait les poilus, le bleuet, tout cela, c'est très important de se souvenir de cette histoire et de toutes les souffrances qu'elle a pu engendrer. Mais derrière tous ces noms gravés sur nos monuments aux morts, résonne l'idée que ne vous laissez pas corrompre par l'antisémitisme, par la violence politique, lutter pour la liberté d'expression, pour les valeurs de la République, pour l'universalité de ces valeurs qui dépassent au fond, heureusement, le message français. Et la meilleure manière de joindre l'histoire à l'actualité du moment, c'est de se dire ce combat n'est pas inutile, nous le relayons avec ce que nous sommes aujourd'hui et dans les circonstances qui sont les nôtres. Vous avez failli le dire, vous ne l'avez pas dit devant le monument aux morts de Chantilly, mais est-ce qu'aujourd'hui, devant la nation, est-ce que le président de la République, est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à dire « je suis juif » ? Mais je n'en sais rien. Je sais pas. Enfin, Emmanuel Macron, il est dans cette affaire parfait. Il est parfait. Il est allé en Israël. Oui. Il a évidemment dénoncé immédiatement ces massacres ignobles et c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. C'est évident que c'est quelque chose d'ignomineux et d'épouvantable. Le Hamas est un mouvement terroriste. La France a dit à Israël qu'elle la soutenait évidemment dans sa capacité de réaction. Il y ajoute une dimension humaine. Comment ne pas ajouter une dimension humaine à cela ? Personne n'a envie de voir des enfants gazaouis. Parle pas de ça. Personne n'a envie de voir des enfants gazaouis tués sous les bombes. Maintenant, c'est compliqué aujourd'hui de faire la guerre. C'est compliqué, on peut se mettre à la place des Israéliens, c'était extrêmement compliqué d'arriver à la fois à éradiquer le Hamas, qui lui-même est ancré, carrément enraciné dans des tunnels à Gaza. Éric Woerth, est-ce que vous remarquez quand même, vous parlez d'Emmanuel Macron. Et même les Américains d'ailleurs sont confrontés à cette même difficulté. Éric Woerth, Emmanuel Macron, au tout début, après le 7 octobre, a dit « Israël a le droit de se défendre ». Ensuite, il a dit « il faut une trêve humanitaire ». Maintenant, il dit « il faut un cessez-le-feu ». Alors que celui qui disait dès le départ « il faut un cessez-le-feu », c'était Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Non mais Emmanuel Macron, il dit les choses au fur et à mesure de l'évolution de ce conflit. Il faut aussi le gérer, gérer, c'est les Israéliens qui le gèrent. Il faut gérer ce conflit. Regardez, les Américains sont aussi dans la même position comme d'autres pays européens. Il semble que la dimension humanitaire, elle doit être mise également en avant. Maintenant, elle ne peut pas empêcher... Personne n'empêchera d'ailleurs Israël de tenter d'éradiquer, je ne sais pas si c'est possible, mais au fond, toutes les fibres militaires, toutes les fibres terroristes qu'il y a derrière le mouvement palestinien. Pour l'instant, l'armée israélienne progresse et elle détruit les tunnels qu'on croyait impossibles. Et puis
Et puis, il faut se projeter aussi un peu plus loin. Il faut aller vers les solutions politiques, parce qu'à un moment donné, il y aura des solutions politiques. On ne pourra pas les découvrir au dernier moment. Que fait-on, ou que doit-il être fait de la bande de Gaza et plus largement de la Palestine? Bon, l'idée des 2 États qui a toujours été, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'autres idées entre nous. Puisque les autres pays arabes ne veulent pas des Palestiniens chez eux, il faut bien à un moment donné revenir là-dessus et reconstruire, et il faudra reconstruire quelque chose là-dessus. Le président de la République a été clair là-dessus. Il a été clair en Israël là-dessus, alors qu'évidemment, pour les Israéliens, comme d'ailleurs pour le monde entier, le sujet était autre et l'actualité était très très pesante. Il essaye d'avoir une vision. Éric Woerth, pour revenir à la France, est-ce que dans ce moment, en quelque sorte, de communion nationale contre l'antisémitisme, il faut s'ouvrir au Rassemblement national, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose d'irréductible? Alors moi, je ne poserais pas la question comme ça. Mais remarquez, je ne suis pas le journaliste, mais je n'ai pas du tout envie de m'ouvrir au Front National. J'ai une étanchéité forte avec les idées propagées par le Rassemblement National d'aujourd'hui, le Front National d'hier. Maintenant, autour de cette marche, tant mieux. Si le Rassemblement National veut défiler, moi je ne vais pas l'empêcher de défiler. On n'a pas dit on invite à une marche. Je vous propose, Éric Woerth, ne sont pas invités, tel et tel. De poursuivre votre propos dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews. À tout de suite. Le député Renaissance de l'Oise, Éric Woerth, est l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews ce matin. Éric Woerth, Marine Le Pen, qui ce matin dans le journal du dimanche rappelle cette phrase d'Olivier Marleix, qui est assez surprenante. S'asseoir à côté du RN lors des rencontres de Saint-Denis, c'est bon, mais se tenir debout dans une manif importante, c'est non. Est-ce que vous partagez cette position d'Olivier Marleix? Non, mais moi, j'ai rien à voir avec le Rassemblement national, et toute ma vie politique le montre. Donc, par contre, il y a une marche contre l'antisémitisme qui est organisée par les 2 présidents d'Assemblée. Le Rassemblement national est d'ailleurs 60, 70 ou 80, je sais pas, députés à l'Assemblée nationale. 88. S'il décide de venir défiler, il vient défiler dans cette marche. Ce sont des polémiques inutiles et c'est des polémiques qui confondent absolument tout. Alors, j'ai en tête l'histoire du Rassemblement national. Elle est ce qu'elle est. Elle est assez profondément antisémite. Même son grand leader, vous parlez du Front National. Du Front National, Jean-Marie Le Pen, été condamné à plusieurs reprises. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est comme ça. Il y a une histoire qui ne cadre pas avec la marche. Maintenant, si le Rassemblement national, il évolue, Marine Le Pen d'ailleurs a rompu avec son père dans des conditions assez violentes, si je me souviens bien. Donc ils viennent défiler, et puis c'est tout. Je ne me mélangerai pas aux idées du Rassemblement national, comme je ne me mélangerai pas physiquement au Rassemblement national. Vous défilerez, mais vous défilerez très loin d'eux. Des groupes séparés, voilà. Donc il faut un cordon. Mais c'est naturel. C'est naturel. Les gens défilent avec leurs amis, par principe. Vous dites tout ça est très naturel. Vous dites qu'il s'agit d'une polémique inutile. Ouais. Cela dit, elle a été portée par des figures de la majorité à laquelle vous appartenez. Olivier Véran, Olivier Dussopt, Clément Beaune disent eux-mêmes, soit ils ne sont pas les bienvenus, le RN n'est pas le bienvenu, soit nous ne voulons pas les voir près de nous d'une manière ou de l'autre. Donc c'est une polémique qui est portée par votre majorité. J'espère que le Rassemblement national, qui sera présent, semble-t-il, viendra de façon sincère, et que c'est une évolution sincère. Tant mieux s'il y a moins de gens antisémites en France. Vous avez un doute? J'en sais rien. En tout cas, il y a une histoire. Vous n'en savez rien, mais vous posez la question. À partir du moment où il y a une histoire longue, ancrée, on peut se poser des questions sur la sincérité. Est-ce qu'il y a Maintenant, seulement une histoire, je ne me pose pas la question sur la sincérité de Marine Le Pen elle-même. Je ne veux pas du tout mettre en cause des personnes. Mais ce mouvement-là, avec l'ensemble des mouvements qui lui sont associés, on peut se poser des questions. Mais tant mieux, s'il vient, c'est qu'il affiche l'idée qu'il est prêt à se battre contre l'antisémitisme. Et c'est bien ce qu'on recherche, non? C'est qu'il y ait moins d'antisémites en France. C'est de réduire l'antisémitisme. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par ceux qui ne viennent pas. Sur le Rassemblement national, je suis beaucoup plus intéressé par ceux qui ne viennent pas que par ceux qui viennent. Ouais. Nicolas, ceux qui viennent pas, c'est LFI. Juste pour préciser une chose, vous dites qu'il y a l'histoire, mais il y a seulement l'histoire ou il y a aussi, de votre point de vue, toujours des ambiguïtés par rapport à l'antisémitisme dans le RN actuel?
Je les ai pas vus maintenant. Je regarde pas tous les jours au trébuchet ce que dit le Rassemblement national. Moi, je vois simplement que c'est un parti qui essaie de prendre le pouvoir et qui pourrait y arriver. Hein. Donc tout le monde le sait très bien. Donc ça nécessite que à la fois les valeurs qui sont les nôtres et les politiques qui sont les nôtres réussissent et toute attaque contre le Rassemblement national dans laquelle il n'y a aucun écho dans la population est une perte de temps. Alors, ce qui est très important, c'est de montrer l'innocuité, l'incapacité du Rassemblement national à proposer des solutions qui permettraient à la France de se transformer, d'évoluer, de vivre dans le monde tel qu'il est. Mais ça, c'est un autre débat, et c'est un débat qu'on aura et qu'on a tous les jours sur tous les projets de loi. Mais quand Serge Klarsfeld dit le Rassemblement national est devenu un parti respectable, vous partagez son avis ? C'est un parti qui était... Enfin, il y a des électeurs, et les électeurs, ils sont respectables. On est dans une démocratie. Moi, je le combats, mais j'accepte qu'il y ait des députés du Rassemblement national. On n'a pas interdit le Rassemblement national. Il y a 80 députés. Ils s'expriment comme les autres. Ils sont des députés qui valent tous les autres. Et vous le combattez je les combats, je ne veux aucune étanchéité, je n'ai rien à voir avec les idées qu'ils professent. Vous pensez qu'ils sont antisémites ? Je ne combats pas parce que je pense qu'ils sont antisémites. Leur histoire, je la combats. Donc c'est pour ça que j'ai quand même... Il ne faut pas non plus d'une naïveté totale. Je pense qu'il y a quand même encore au sein du Rassemblement national ou autour du Rassemblement national. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un Rassemblement national qui vient s'afficher et qui vient marcher avec les autres. Tant mieux si on a pu le convaincre. Si on a pu être suffisamment fort pour le convaincre d'évoluer en ce sens, tant mieux. Alors justement, le sujet aujourd'hui, c'est aussi LFI. Oui, ça c'est un vrai sujet. Oui. Peut-être aussi. Alors de ce point de vue, LFI, est-ce que vous auriez souhaité la présence de LFI à cette marche, ou est-ce que pour vous c'est finalement l'aboutissement de leur politique depuis quelque temps de ne pas Il y a trop de partis là-dessus qui ont des postures. D'ailleurs, c'est pas une manifestation de partis politiques, c'est une manifestation de citoyens à l'appel des deux parlements, ce qui est assez différent. Le LFI se trompe du début jusqu'à maintenant, depuis le début de ce conflit. Alors, il se trompait déjà sur beaucoup de choses avant, mais enfin là, du début jusqu'à aujourd'hui, se trompe en ne voulant pas qualifier le Hamas de terroriste. On se demande pourquoi. Ils ont fait la danse du ventre pour éviter ce terme. On se demande pourquoi. On se demande évidemment de manière quand même assez malsaine s'ils ne visent pas la récupération de voix de communautés musulmanes en France, ce qui est en soi extraordinairement dérisoire et condamnable dans une situation aussi grave. Tous les propos sont ambigus. Je les accuse clairement d'électoralisme, oui. Ce qui veut dire que sûr. De votre point de vue, il y a un électorat qui est sensible à l'antisémitisme en France aujourd'hui ? En tout cas, qui est censé écouter ce qu'ils disent et qui n'aime pas Israël, ça c'est sûr. Mais pas tout le monde. Mais en tout cas, ils vivent là-dessus, sur un terreau au fond malsain, comme si d'ailleurs il y avait un vote musulman. Et le dernier exemple en date, Éric Woerth, le député David Guiraud, qui dit « Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, la maman éventrée, ça a été fait par Israël ». C'est un exemple de plus d'antisémitisme de LFI ? C'est en tout cas... toute idée, derrière tout ça, il y a la volonté, non pas d'éradiquer le Hamas, mais de supprimer l'État d'Israël. De dire il n'y a pas d'État en Israël. Donc on mélange absolument tout. On mélange la religion. Là, c'est de l'antisionisme, mais qui est assimilé à de l'antisémitisme. Absolument, ça revient exactement à la même chose. Et tout ça est absolument condamnable. Ces gens n'ont aucune culture. Ils professent la haine. Jean-Luc Mélenchon, c'est un professeur de haine. La haine de l'autre, elle ne doit pas conduire l'avenir du monde. Et c'est aussi ce qu'on va dire. Moi, je vais défiler tout à l'heure avec beaucoup de mes collègues. Je vais défiler parce que je vais défiler contre l'antisémitisme, je vais défiler pour la libération des otages. Il ne faut pas oublier qu'on a des otages français, tous les otages, mais nous sommes français, donc nous devons aller, et le président de la République est aux avant-postes là-dessus. Je vais défiler contre l'obscurantisme, contre l'islamisme radical. Voilà, je vais essayer de défiler pour dire que le monde peut avoir un bel avenir s'il arrive de temps en temps à plusieurs reprises la formule islamisme radical. Vous le distinguez d'un islamisme modéré ? Je sais pas s'il peut y avoir je sais pas, je fais pas de vocabulaire. Vous utilisez ce terme-là d'habitude on dit islamisme radical, ça veut dire parce que voilà, qui présuppose l'islamisme modéré. Si vous voulez dire islamiste, si vous voulez qu'on considère que islamisme contient le mot radical, je m'arrête à islamiste, j'ai pas de problème. Je vise exactement la même chose que vous. Je vise une vision politique
et qui s'appuie sur la violence pour imposer des modes de vie. Ça, c'est évidemment pas possible. Et c'est pas possible. C'est évidemment pas possible en France. Éric Woerth, et nulle part. Vouloir lutter contre l'antisémitisme en France, comment est-ce qu'on lutte concrètement aujourd'hui contre l'antisémitisme en France? Il y a un arsenal judiciaire, mais est-ce qu'il est suffisant? Et est-ce que tout se passe bien, j'allais dire, dans l'application des peines? Écoutez, d'abord, c'est pas une option, l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit ou un crime ou un délit. Enfin, en tout cas, c'est dans la hiérarchie des normes extrêmement condamné et condamnable. Après, on est sur la séparation des pouvoirs. À un moment donné, il y a des cas de figure concrets. Les cas de figure concrets sont jugés par des tribunaux qui parfois considèrent qu'il n'y a pas matière à sanctionner parce que les faits ne sont pas suffisamment avérés. On peut à chaque fois le combattre, on peut à chaque fois... Mais je pense que d'une manière générale, mais ça ne vaut pas... Vous le regrettez, j'ai l'impression. Oui, je le regrette. Oui. Ça ne vaut pas... Vous regrettez la décision de certains tribunaux? Il faut qu'on prenne des cas précis, parce qu'il faut prendre des cas précis. Je veux dire, les juges, ils veulent lutter contre l'antisémitisme aussi, mais ils se retrouvent avec des cas qui ne sont pas clairs, et donc quand c'est pas clair, ça profite en général à la personne qui est accusée. Pas toujours d'ailleurs, en politique souvent c'est le contraire. Mais je voudrais quand même dire que ça veut dire que la réponse, ça veut dire que la loi, elle doit être encore plus précise. Les lois imprécises font les mauvaises jurisprudences. Donc les lois doivent être le plus précises possible. Elles ne peuvent pas tout dire. Donc il faut faire très attention, sinon on oublie beaucoup de choses et ça devient vite n'importe quoi. Mais les lois, elles doivent être beaucoup plus précises. On ne peut pas dire je fixe des principes et puis au fond, au cas par cas, les cas par cas seront regardés par la justice. Vous dites la même chose sur viennent par l'islamisme. justice. La lutte contre l'islamisme, la justice n'est pas suffisamment équipée, j'allais dire. Elle le sera un peu plus, notamment parce que je ne confonds pas tout, mais dans la loi sur l'immigration, qui ne vaut pas uniquement sur des problèmes d'islamisme, etc., soyons clairs, mais quand même dans la loi sur l'immigration, on pourra plus facilement expulser ou moins protéger un certain nombre de gens parce que on va considérer que ce qu'ils disent est contraire aux valeurs de la République. Alors il faudra après bien définir quelles sont les valeurs de la République et puis les appliquer à des cas précis. Éric Woerth est l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Et justement, dans un instant, on parlera de ce texte sur l'immigration qui est en ce moment voté au Sénat et qui, bien sûr, va arriver très vite à l'Assemblée nationale. A tout de suite sur Europe 1 et CNews. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité, Éric Woerth, questeur à l'Assemblée nationale et député Renaissance de l'Oise. Vous parliez, Éric Woerth, d'une prise de parole importante dans la presse ce matin, celle de Nicolas Sarkozy dans le JDD. Et justement, au moment où le Sénat examine le texte sur l'immigration. D'ailleurs, je note que Bruno Retailleau affirme que le texte immigration de Gérald Darmanin n'existe plus. Nicolas Sarkozy dit c'est pas l'immigration qui est un problème, c'est l'assimilation des populations qui rentrent en France. Il a en partie raison. D'abord, derrière l'immigration, il y a des hommes et des femmes. Il faut juste que ce n'est pas uniquement un truc de droit dans lequel il y a des hommes, des femmes, une énorme souffrance. Il faut quand même avoir toujours ça en tête. Et c'est important de le dire. Maintenant, est-ce qu'on doit se laisser imposer dans les pays des flux migratoires qu'on ne souhaite pas, ou des volumes, un nombre de gens migratoires qu'on ne peut pas assimiler, c'est évidemment pas possible. C'est tout l'objet du texte de Gérald Darmanin, c'est tout l'objet du débat avec le Sénat. Je trouve qu'on devrait se réjouir. Je pense que Bruno Retailleau, il a tort de dire on a gagné, on a gagné. C'est des textes où on essaie d'avoir un compromis, où on se met d'accord. Donc finalement, tout le monde y gagne. La France y gagne, le Sénat y gagne. Voilà. Vous lui reprochez une lutte partisane ? Non, mais je lui reproche rien. C'est un type très bien, Bruno Retailleau. Mais enfin, Bruno quand même, Retailleau, c'est un type très bien. On la garde, celle-là. Je l'aime bien. Ouais. Mais quand même, il y a personne n'a gagné dans cette histoire. Tout le monde a gagné. Gérald Darmanin, le gouvernement arrive avec un texte où la volonté est de fermement obtenir des réponses beaucoup plus efficaces. La question, c'est l'efficacité. Comment on fait pour gérer les flux migratoires, éviter... Il y a de plus en plus de migrants dans le monde entier. Tous les pays sont concernés. Donc comment on fait pour essayer de limiter les flux migratoires compte tenu de nos capacités d'assimilation, et comment on fait pour faire en sorte de faire partir de notre sol ceux dont on ne souhaite pas qu'ils y restent. Et vous êtes d'accord avec le terme d'assimilation? Je vous pose la question parce qu'on avait reproché notamment à Éric Zemmour pendant la dernière présidentielle de sortir la notion d'assimilation versus la notion d'intégration.
J'ai jamais fait tellement la différence, pour tout vous dire, mais et je pense que beaucoup de Français la font pas. On veut simplement que vivent en France des gens qui adoptent les modes de vie français. Et occidentaux. Donc, on les empêche pas d'avoir une religion qui n'est pas la religion historique, la racine chrétienne de la France. Mais les grandes religions, elles façonnent aussi les modes de vie. L'histoire façonne des modes de vie. On vit pas tout à fait de la même manière. Donc, quand on vient en France, bah, on s'assimile à la France, on s'assimile à nos valeurs. Ça veut pas dire qu'on oublie son histoire. Personne n'a demandé à quelqu'un d'oublier son histoire. Personne n'a demandé à quelqu'un d'avoir une vision différente des choses, parce que justement, vous n'avez pas la même culture. Mais on partage les valeurs de la République. Et ces valeurs, elles sont assez précises. La liberté, l'égalité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, etc., etc. Elles sont extrêmement précises. Et c'est ça, il faut pouvoir le respecter. Et on ne vit pas en communauté. La communauté ne domine pas. Il y a des communautés, il y a toujours des groupes, au fond. Mais c'est l'État et c'est la nation qui domine. Vous posez des principes, c'est très bien, mais concrètement, sociologiquement, si vous me permettez la formule, est-ce que la capacité d'intégration ou d'assimilation en France est encore là? Est-ce que la France intègre et assimile bien aujourd'hui? Mais sans doute pas. Mais d'ailleurs, il y a souvent des problèmes, non pas avec des immigrés immédiats, mais avec des deuxième génération, troisième génération, des personnes qui ont une origine étrangère, mais qui aujourd'hui rejettent ouvertement à peu près les principes fondamentaux de la République française. Comment vous l'expliquez? Ça c'est pas acceptable. Bah, sans doute que le monde est devenu de plus en plus radicalisé, pour prendre votre parole. Probablement la parole aussi, les réseaux sociaux diffusent de plus en plus de messages auxquels un certain nombre d'esprits faibles ou d'esprits qui ont envie de le croire l'appliquent. Probablement il y a des jalousies, sans doute il y a des erreurs aussi politiques françaises, au sens où parfois il y a eu des ghettos, enfin des quartiers qui ressemblaient à des ghettos, la police n'agitait pas assez, la justice probablement pas assez non plus. Éric Woerth, des jalousies, ça veut dire quoi exactement? Mais jalousie vis-à-vis de l'autre, il y a des répliques sociales. L'égalité des chances est de moins en moins importante. Enfin, il y a plutôt une inégalité des chances aujourd'hui quand on regarde ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans. Vous avez moins de chances de passer d'une situation de modestie financière, disons le premier décile, comme on dit, c'est-à-dire les premiers dixièmes de gens, pour arriver à peu près à la moitié, il faut plusieurs générations, alors qu'auparavant, il en fallait un peu moins. Vous voulez dire c'est des jalousies qui peuvent se traduire par la violence et par la haine? Sans le vouloir, elle s'est construite au fur et à mesure du temps. Et il faut réagir contre tout cela. Et ça demande beaucoup de réponses dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui est certain, donc il y a probablement une multitude de responsabilités à tout ça, mais le constat, il est là. Le constat, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup de gens sur notre sol, et notamment des jeunes, qui remettent en cause, au fond, les valeurs de la République et qui ne s'assimilent pas à ces valeurs, ne les respectent pas, ne les tolèrent pas et même les rejettent. Donc ça, c'est inacceptable. Sur ce texte immigration, Éric Woerth, qui va arriver à l'Assemblée, les sénateurs ont abouti à un compromis de haute lutte, mais un compromis. Qu'est-ce que vous dites aux députés qui disent aujourd'hui, dans la majorité, on va revenir complètement au texte initial et on oublie le compromis du Sénat? Alors, au Sénat, il y a eu un travail que je trouve assez formidable, vraiment bien fait. Donc, le texte, il sort du Sénat avec, évidemment, sans doute, par rapport à une Assemblée nationale plus nuancée sur le plan politique, voilà, il y aura l'Assemblée va jouer son rôle. Je ne sais pas trop ce qui sortira de l'Assemblée nationale. On verra au fur et à mesure des débats. Mais le texte, ce que dit Sacha Houlié, on vient de le voir à l'écran, on rétablira le texte initial une fois. Oui, mais peut-être pas tout le texte initial. En tout cas, moi, je vais militer pour qu'on garde beaucoup de choses qui ont été votées au Sénat, avec l'accord d'ailleurs, avec l'accord du ministre, avec l'accord du gouvernement. Le texte actuel du Sénat, je rappelle que la majorité, elle soutient le gouvernement. Donc on doit aussi faire très attention à cela. Maintenant, il y a des discussions, il y aura une discussion à nouveau sur l'AME, il y aura sûrement une discussion sur ce fameux ancien article 3, c'est-à-dire la capacité à régulariser un certain nombre de travailleurs sur des métiers en tension. Bon, tout ça aura lieu. Il y aura peut-être des choses sur le regroupement familial. Il y aura des débats.
Mais il faut que l'Assemblée, absolument, en tout cas la majorité de l'Assemblée nationale, elle doit prôner la fermeté. Car la fermeté, c'est l'humanité. Et si on veut... Ça. Oui, mais il peut y avoir des points de fermeté qui ne sont pas utiles et d'autres qui le seraient. Heureusement qu'on peut discuter. Attendez. Mais vous aurez en fin de compte, c'est un très bon texte pour une commission mixte paritaire. Au fond, ce texte, quel est son objectif? Réduire l'immigration? Fermeté. Fermeté, réduction des flux migratoires, c'est-à-dire on accepte sur notre sol, acceptation au départ, on accepte sur notre sol les personnes qu'on a décidé d'accepter, donc il y a des règles pour ça, et puis une clarification des règles d'expulsion ou d'obligation à quitter le territoire, c'est-à-dire pour les populations qui sont soit en situation irrégulière, soit les personnes qui sont en situation régulière, mais qui viendraient avant il y avait la double peine, ça a été supprimé, mais qui viendrait à violemment contester les valeurs de la République, même quand on est dans une situation régulière et qu'on est étranger, on doit à ce moment-là quitter le territoire. Pensez-vous lorsque vous dites ça? Des situations régulières ou des protections. Des situations régulières qui contestent les valeurs de la République. Mais ça existe tout le temps. J'ai pas en tête, j'ai pas d'exemple en tête. J'ai l'exemple en tête, par exemple. La situation est un peu différente, mais le monstre qui a tué ce professeur, le deuxième professeur après Samuel Paty, Dominique Bernard, qui l'a tué de façon épouvantable et blessé d'autres personnes, il bénéficie d'une protection. Il est en situation régulière, je crois. Il est bien en situation régulière. Sa famille aurait dû être expulsée en 2014, mais le cabinet, à l'époque de Manuel Valls, s'est opposé après des manifestations de certaines ONG. Mais il est né, ou en tout cas, il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Il avait 8 ans. Et donc, il bénéficie d'une protection. Eh bien, ces protections, elles ne doivent pas valoir. Elles doivent être totalement révisées. Il y a des protections absolues, des protections relatives. On ne va pas rentrer dans des détails qui deviennent compliqués, mais il faut savoir que lorsqu'on est expulsable, en réalité, dans un certain nombre de cas, vous avez une protection. Quelqu'un qui, aujourd'hui, est parent d'enfants ou mari et violente sa femme, c'est contre les valeurs de la République par principe, d'abord parce qu'il y a la violence, en plus parce qu'il y a égalité homme-femme, etc. etc. Aujourd'hui, il peut bénéficier d'une protection, et c'est souvent pas suffisant, pour l'expulser. Demain, il pourra être expulsé. Il y a des individus dont on ne veut pas sur notre territoire. Mais c'est pas à la justice de le décider. Vous prenez la fermeté, Éric Woerth. Voilà, après tout, vous venez de la droite républicaine, comme je l'ai dit en introduction. Qu'est-ce que vous allez dire à Sacha Houlié, qui est dans votre parti, et qui dit, non, nous, on va rétablir le texte initial? Et Sacha Houlié, c'est un homme intelligent. C'est un homme qui veut que ça marche. Il a certainement un certain nombre de points sur lesquels il a envie qu'on rediscute. On va rediscuter. Il a raison. En commission mixte paritaire, on va en discuter d'abord en commission à l'Assemblée nationale. On verra le texte qui sort de la commission à l'Assemblée nationale, s'il a rectifié en tout ou partie le texte du Sénat. Après, il y aura un débat dans une Assemblée en majorité relative. Je le rappelle, pour tous ceux qui prônent la proportionnelle, c'est super. Ils voient ce que ça donne dans une majorité relative. C'est-à-dire que c'est très compliqué de prendre des décisions. Une démocratie, c'est quand même de prendre des décisions. Pour le coup, c'est un petit clin d'œil au Rennes. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Et puis après, il y aura un texte qui sortira de l'Assemblée nationale. J'espère qu'il ne sera pas le même que celui du Sénat, c'est certain. J'espère qu'il ne sera pas radicalement, fortement différencié. Et nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais après, nos institutions, elles mettent en place une possibilité d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a une réunion, moi j'ai présidé des commissions mixtes paritaires quand j'étais président de la commission des finances, où tout d'un coup vous vous retrouvez dans une salle, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de public, il y a des députés et des sénateurs qui essayent de se donner de façon sereine, sans pression, sereine, qui regardent les deux textes et qui essaient de trouver de bons compromis. Le bon compromis, c'est quand même la fermeté. Il n'y a pas d'autre solution que la fermeté. C'est un texte qui doit être un texte qui affiche la fermeté avec les valeurs d'humanisme qui sont les valeurs de la France elle-même. On va marquer une pause, Éric Woerth, et on se retrouve dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous.
Dernière partie du grand rendez-vous européen CNews, les échos, avec notre invité, le député Renaissance et questeur à l'Assemblée nationale, Éric Woerth. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté. Alors, là, dans le débat autour du projet immigration, la question de l'AME, le médical d'État, a suscité beaucoup de débats au fil des dernières années. Est-ce qu'on en arrive finalement à un point d'aboutissement souhaitable avec l'évolution du texte? L'AME, c'est un sujet presque totémique, symbolique. Donc, ces sujets qui sont porteurs de plein de trucs, souvent on les confond, les caricatures. Bon. Évidemment, les étrangers qui sont sur notre sol, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, il faut bien les soigner, parce que si on ne soigne pas les gens, on n'est plus la France. Bon, il y a eu sans doute beaucoup d'abus et sans doute à un moment donné des paniers de soins très au-dessus pour des gens qui ne payent pas de cotisations, alors que les Français payent des cotisations. Donc on a besoin de resserrer les choses. Le texte l'a fait. Le texte l'a fait. Il y a les fausses cartes vitales, il y a tout ça. Mais il n'y a pas que pour les étrangers. Donc il faut faire très très attention quand même à ce qu'on fait, parce que moi je suis d'accord pour qu'on resserre le dispositif d'AME. Je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Patrick Stefanini, qui est un homme responsable, raisonnable, qui connaît bien ces sujets, doit rendre un rapport dans quelques jours, je pense, à la Première ministre, et ce sera très intéressant de regarder ce qu'il propose. Aujourd'hui, le Sénat a modifié les choses, a créé une aide médicale d'urgence, a limité à la prophylaxie, aux douleurs aiguës, à la grossesse, aux maladies graves. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses. Mais vous comprenez par ailleurs, il faut regarder... Derrière ça, il y a l'idée que les aides sociales en France créeraient une forme de pompe aspirante pour l'immigration. Est-ce que c'est vrai? Partagez-vous ce diagnostic? Alors, pour l'AME, visiblement, pour ceux qui regardent de près, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Personne ne vient en France parce qu'il y a l'aide médicale d'État. En tout cas, il y a 50% d'étrangers qui y auraient droit, qui sont en France et qui ne la touchent pas ou qui ne l'utilisent pas. Donc j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir de différence fondamentale entre être français et être étranger en situation irrégulière et avoir des soins moins coûteux que lorsqu'on est français. Donc c'est ça la question. Donc il faut surtout qu'il y ait un reste à charge. Il faut d'abord qu'il y ait un reste à charge, sans doute, parce que comme il n'y a pas de cotisation et beaucoup d'immigrés peuvent, même en situation irrégulière, peuvent payer, il faut réduire le panier de soins, mais il faut d'abord pas se mettre en danger nous-mêmes. Les risques d'épidémie, c'est pas totalement théorique, hein. On peut juste se référer à ce qui s'est passé avec le Covid. Donc les risques d'épidémie sont là. De toute façon, on ne laissera jamais quelqu'un non soigné. C'est d'ailleurs l'appel des médecins. Il faut regarder aussi quand même sur les médecins, sur les soignants, à un moment donné, comment dans la réalité ça se passera. Quelqu'un qui arrivera à l'hôpital, qui dira j'ai une douleur absolue à la hanche ou je ne sais où, il sera quand même, on va quand même regarder, on va pas lui dire dégagez monsieur, ça ne se passera pas comme ça. Donc la réalité, moi je suis un homme réaliste et pragmatique. Donc je voudrais juste qu'on puisse avoir un texte qui soit réaliste et pragmatique et qui probablement resserre le dispositif. Nicolas Barré. Vous avez été chargé, Éric Woerth, par le président de la République d'une mission sur la décentralisation. Le président des départements disait cette semaine dans les Échos à quel point les départements français sont dans une situation financière absolument catastrophique. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, mais le président de la République m'a chargé d'une mission parce que, au fond, la décentralisation, c'est l'exercice du pouvoir. C'est à un moment donné, on a dit il y a trop de pouvoir vertical. Eh bien oui, le président de la Ve République, il est élu par tous les Français, donc il y a nécessairement une grande verticalité. Est-ce que Mitterrand était vertical? Oui, il était vertical. Est-ce que Sarkozy était vertical? Oui, il était vertical. De Gaulle aussi. Donc les grands présidents de la Ve République, ils sont, ou Chirac. Mais aucun n'a été surnommé Jupiter. Non, mais on pouvait les surnommer autrement. Ils ont tous été surnommés. Bon. Et donc, il faut, je pense, en sortant dans toutes ces crises, on voit qu'on a besoin de plus de proximité. Alors, il y a des comités d'usagers, etc., de citoyens, tout ça, c'est très bien. Mais la vraie horizontalité, la vraie proximité des territoires, c'est les collectivités locales, c'est les élus. Donc, il faut... Et les élus aujourd'hui, ils sont pas contents. Ils trouvent toujours que ça va pas bien, que quand on est au département, c'est la région qui s'est trompée. Puis in fine, c'est toujours l'État qui s'est trompé. Et puis on a les maires ruraux qui n'ont pas de moyens et qui sont l'assistante sociale de leur propre village. Il faut absolument qu'on arrive à renforcer la démocratie locale et qu'on renforce le pouvoir des élus locaux. C'est ça l'objectif de la mission que m'a donné le président de la République, c'est de réfléchir. Et beaucoup de gens ont déjà réfléchi, donc je vais pas redécouvrir la roue. C'est de se dire quels sont les bons niveaux territoriaux, la région, le département, la commune, l'intercommunalité, pour faire en sorte qu'on applique de bonnes décisions aux bons citoyens. On part du citoyen.
Et l'idée n'est pas de supprimer des strates, comme je l'ai lu à l'issue de la réunion des départements. L'idée, c'est pas de supprimer les départements français ou les régions françaises ou les communes françaises. Là encore une fois, moi je regarde les choses de manière pragmatique. Si ça n'existait pas, peut-être qu'on n'aurait pas autant de feuilles au millefeuille. Oui, mais si voilà, aujourd'hui, ce multi-étagé administratif dont vous parlez, vous dites qu'il ne faut pas supprimer des strates, mais théoriquement, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être trop de strates? Et théoriquement, ce ne serait pas nécessaire peut-être, dis-je, d'en supprimer quelques-unes. Mais je suis sûr que si on refaisait l'exercice à partir d'une table rase, on créerait moins de feuilles au millefeuille. Mais retirer une feuille au millefeuille, je ne sais pas si vous avez déjà essayé sur un vrai millefeuille, c'est assez compliqué. Il faut le coucher. Pour bien manger un millefeuille, il faut le coucher. Il faut le coucher. Voilà. On fera une expérience. Et donc, il faut partir de ce qui est. Donc, l'idée, c'est pas de supprimer les départements, ou de supprimer les régions, ou de supprimer les intercommunalités. C'est de dire, elles existent. Mais simplement tout ça se chevauche, s'enchevêtre. Il faut que ce soit clair, il faut qu'il y ait plus de pouvoir. L'État doit probablement au fur et à mesure faire descendre plus de pouvoir vers les intercommunalités, ça veut dire et vers les collectivités. Mais je comprends pas. Si vous voulez donner plus de pouvoir aux élus, est-ce qu'il ne faut pas rétablir le cumul des mandats, avoir des députés maires comme avant? En tout cas, je pense que la France a perdu à ce qu'il n'y ait plus de cumul des mandats entre la fonction de député, de maire, de président de département, de président de région. D'abord parce que le cumul des mandats est toujours possible. Vous pouvez être conseiller régional et député, mais vous ne pouvez pas être député et maire adjoint d'un modeste village français. C'est curieux sur le plan de l'influence politique. Vous allez proposer ça au président de la République, François Hollande, alors que lui-même, il a cumulé, il est champion du monde de tous les cumuls possibles. Ouais. Donc je pense que ça a quand même coupé en partie, pas complètement, mais coupé quand même beaucoup en partie les racines locales des parlementaires. Et ça, c'est très mauvais. Admettez qu'un sénateur qui la Chambre des collectivités locales et des territoires, ils ne peuvent pas être responsables d'un territoire. Donc ça pose question. Donc vraiment, l'idée, c'est plus de responsabilité, plus de pouvoir aux collectivités. Ça veut dire aussi, regardez les moyens. Les collectivités se plaignent beaucoup de ne pas avoir de moyens. Enfin, l'État lui-même n'en a pas tant que ça. Alors, vous l'avez remarqué, donc il y a la fiscalité locale qui est de plus en plus compliquée, il y a les dépenses de plus en plus éloignée. Il y a les dépenses évidemment des collectivités comme les dépenses publiques. Il y a aussi la fonction publique, une fonction publique territoriale. Comment on fait pour qu'elle soit au plus proche de ses propres employeurs, c'est-à-dire des collectivités. Donc tout ça doit être regardé comme l'exercice d'ailleurs. Donc c'est comme l'exercice du mandat d'élu. Comment essayer de rehausser cet exercice. Comment faire en sorte que les Français soient fiers d'avoir des élus. Rapidement, Éric Woerth, parce que le temps nous manque. C'est un exercice qui est pro-décentralisation et qui aura pour objectif de clarifier au maximum les choses et en concertation avec tout le monde. Aucune solution à imposer. On parle de dépenses publiques. L'adaptation aussi. Adapter des normes au territoire. C'est pas nécessairement pareil à Lille qu'à Marseille. Ça vous dérange qu'on parle d'argent 2 minutes et notamment de dépenses publiques? J'ai vu que hors dépenses exceptionnelles de crise, nos déficits passent de 72 milliards d'euros en 22 à 118 milliards en 2024. La France va émettre 285 milliards d'euros de dette l'an prochain. Qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on est armé contre ça? Oui, c'est trop. On a trop de déficit, on a trop de dettes. C'est le fruit d'une histoire. Tout le monde est d'accord. Entre nous, tout le monde est d'accord pour les voter. Souvent, tout le monde est d'accord pour les voter, notamment en période de crise. Et derrière, les premiers qui les ont votés ou qui ont demandé d'ailleurs qu'on les augmente sont les premiers à demander une maîtrise des dépenses publiques. Moi, je suis constant là-dessus. On doit d'abord le déficit de public, le déficit public, c'est-à-dire l'État, les collectivités, et la sécurité sociale, il va être baissé heureusement en 2024 par rapport à 2023. Sur l'État, quand même. Sur l'État, c'est à peu près 25 milliards de moins de déficit. Maintenant, c'est trop de déficit. J'en suis bien conscient. On fait quoi? Eh bien, d'abord, on prend du temps. On considère que c'est... Oui, parce qu'on en avait. Non, mais parce qu'il faut beaucoup de temps. Il faut mener des politiques constantes de mesure de l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que cette dépense qui a été faite, j'ai mis 100 pour faire ça, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que ça c'est... Bon. Et est-ce que j'ai eu raison de le faire? Il va y avoir une revue des dépenses. Il va y avoir une revue des dépenses menée par Bruno Le Maire. Moi, j'y accorde une très, très grande importance. Je souhaite que l'Assemblée nationale, elle s'immerge dans cette revue des dépenses, que les députés prennent toutes les pouvoirs et utilisent toutes les procédures et tous les outils que nous avons mis en place à la dernière législature. Il en manque peut-être. Pour que cette revue des dépenses soit faite de manière... Mais permettez-moi de faire le lien entre les deux derniers sujets. C'est-à-dire, d'un côté, vous nous avez présenté de manière convaincante le multi-étagé administratif français.
Et de l'autre côté, on parle de dépenses publiques absolument exagérées. Il n'y aurait pas un lien entre les deux? Non, je crois, enfin, probablement, on va regarder, on va essayer de chiffrer ça. Une forme d'obésité bureaucratique? Oui, sans doute, il y a trop de bureaucratie, mais la France sera toujours plus bureaucratique qu'un autre pays. Vous savez pourquoi? Parce que plus de choses sont publiques, alors que dans d'autres pays, elles sont privées. Si c'est privé, il n'y a pas de bureaucratie. Il y a une bureaucratie privée. Aller dans une grande entreprise, c'est assez bureaucratique aussi. Donc, je pense que nous avons un modèle, c'est des collectivités locales, c'est un État. Je prêche pour que les collectivités locales aient plus de responsabilités et plus de pouvoir. Je ne veux pas supprimer, enfin moi d'ailleurs je ne représente rien, mais je ne proposerai pas de supprimer une strate de collectivité, mais qu'on adapte la géographie politique locale à la géographie tout court et aux identités territoriales, pourquoi pas? Merci. Et c'est bien ce que m'a demandé le président de la République. Merci Éric Woerth d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Tout de suite, la suite de vos programmes sur CNews et sur Europe 1.